Alors bonsoir, très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur un thème qui est Ivry vu d'ailleurs. Comment ailleurs nous perçoit Ivry? Parce que nous, les Ivriens, on parle beaucoup de nous-mêmes et on est très contents de vivre là, mais on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à Ivry. Et donc, on a eu envie de se demander, mais qu'est-ce qu'ils trouvent de si extraordinaire à Ivry que ça? Alors pour savoir ça, on a invité pas mal de gens. Je vais aller dans l'ordre là. Alors les 4 premières personnes là forment un collectif qui s'appelle UFO pour en anglais Urban Fragment Observatory, ça veut dire Observatoire des fragments urbains. C'est leur sigle. Et je leur ai demandé, mais pourquoi UFO? Ils m'ont dit, parce qu'une fois UFO, ça ne le fait pas, donc ils l'ont répété 2 fois. Mais en fait, c'est 2 fois la même chose. Donc, c'est un collectif de 4 artistes, architectes et urbanistes basés à Berlin. Ils collectionnent des fragments de la ville en portant une attention particulière à la façon dont les espaces sont réellement vécus. À l'intersection des pratiques urbaines, de l'architecture et de l'activisme, il coopère souvent avec des initiatives locales et des habitantes et habitants, qu'il considère comme autant d'experts dont il apprend et qu'il inclut dans son processus créatif. Souvent critique à l'égard des approches architecturales classiques, UFO veut participer à la création de nouveaux récits urbains, à partir desquels les villes peuvent être planifiées et construites, en rupture avec les dynamiques modernes de démolition et de croissance orientées vers le profit. En bref, prendre du recul et se tourner vers des exemples existants de logements qualitatifs dans lesquels de fortes interactions sociales ont déjà eu lieu. Prendre soin, réparer et entretenir les espaces dans lesquels nous vivons ensemble. Ils ont posé leurs valises à Ivry en mai dernier et ils vont nous dire ce qu'ils en ont pensé. Ensuite, en magnifique combinaison bleue, qui va très bien avec Ivry, je trouve, c'est une des couleurs qu'on rencontre à Ivry, nous avons Nefeli Papadimouli, qui est née à Athènes, qui est une artiste et architecte, dont la performance et l'action participative dans l'espace public sont au cœur de sa pratique. Elle travaille avec des médias divers, allant précisément de l'action participative dans l'état public à la sculpture et à l'image en mouvement. Son travail brouille les frontières entre les catégories de pratiques artistiques et apparaît comme une fusion de médias intermédiaires. Certains ont d'ailleurs peut-être assisté à la magnifique performance qu'elle a donnée début juin à Ivry dans le cadre de son exposition au Crédac. Elle est lauréate de nombreuses résidences d'artistes, de bourses et prix, dont récemment en 2023 le prix Jean-Pierre Cardin de l'Académie des Beaux-Arts et l'Institut de France et en 2022 du prix Matsoutani soutenu par la Fondation Choel. On continue. Et là, nous avons un duo, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Alors évidemment, quand il s'agit de présenter Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, je me suis dit, mais faut-il les présenter? Mais si, je vais quand même vous les présenter. La majorité des gens les connaissent, mais il fallait bien que je vous présente d'une certaine manière. Alors je dirais que je vous ai invité ici pour nous parler du projet que vous avez intitulé, alors je ne sais pas bien comment vous l'avez intitulé, parce que je vois 2 titres. Soit Living in the City, soit Living Well in the Big City, c'est-à-dire vivre dans la ville ou vivre bien dans la grande ville. Peut-être que vous allez nous éclairer sur le choix de cette expression, qu'il mène depuis 3 ans avec des étudiants du Rothwell Research Studio de l'Université de Sydney, en Australie, dont ils sont coprésidents. Leur agence, créée en 1989, travaille sur les bâtiments publics, les logements et l'urbanisme. Tous leurs projets reposent sur un principe de générosité et d'économie au service de la vie, des usages et de l'appropriation, de la durabilité et de l'impact social. Travailler avec le climat et avec tout ce qui est déjà là, le réutiliser, transformer au lieu de démolir et toujours repartir du vide, constitue leur principe directeur. Ils travaillent dans le monde entier, sont lauréats des prix les plus prestigieux, dont le prix Pritzker 2021, considéré comme un Nobel de l'architecture,
J'aimerais les citer pour terminer cette présentation. Ne jamais détruire, toujours transformer, avec et pour les habitants. Ça me plaît beaucoup. En tant qu'habitante d'une ville dont je cherche à préserver et sauvegarder l'architecture, j'aime bien qu'on tienne compte de mon avis et qu'on essaye de travailler pour mon plaisir. Et ils ont invité leurs étudiants australiens à Ivry en avril dernier, qui ont fait un travail dans le cadre donc de ce studio, et on va en avoir un petit peu de nouvelles. Ensuite, nous avons Iwona Bukowska. Iwona Bukowska est architecte et nous vient de Pologne. C'est un nom sans doute familier à beaucoup d'Ivriens. Elle habite en effet et travaille à Ivry, et l'architecte à Ivry de la cité des Longs-Sillons, près du Moulin. Mais c'est au Blanc-Ménil, avec la construction de cet extraordinaire ensemble qu'est la Pièce Pointue, composée de 225 logements HLM et 6 ateliers d'artistes, qu'elle a commencé sa carrière, projet qui a été intégré en 2017 dans la collection muséale de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, avec un autre de ses projets en 2018, celui du Collège de Bobigny. Elle est lauréate de nombreux prix. Elle nous parlera de sa rencontre avec Ivry et de l'impact que cette rencontre a eu sur sa vie entière. Enfin, Nicola Barrington-Leach est architecte et nous vient de Londres, au Royaume-Uni. Elle achève aujourd'hui une résidence de 6 semaines, en partie à Ivry, la résidence René Gailloustet, qui a été établie par la Royal Academy of Arts de Londres et le British Council à Paris. Son bureau d'architecture, basé à Londres, se consacre à la conception, à la construction et à la recherche. Son expérience locale et internationale est très vaste et axée sur une pratique architecturale basée sur la recherche. Nicola Barrington-Leach se consacre donc non seulement à la pratique architecturale, mais contribue également régulièrement à enrichir le discours académique en tant que critique et conférencière. Elle enseigne également à l'Architectural Association à Londres. Nous avons hâte de savoir ce qu'elle a retiré de son séjour à Ivry. Donc maintenant que j'ai présenté nos chers panélistes, je vais lancer une première question et que le premier qui a envie d'y répondre se fasse connaître. Je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi Ivry et son architecture. Comment avez-vous découvert cette architecture? Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à nous? Voilà, je lance le débat. Qui veut répondre? Allez. Ne faites pas ça. Allez, je commence. Hein, voilà. Bon. Donc c'était il y a très longtemps, pour dire que ça fait longtemps que Ivry est connu, et j'étais étudiant en architecture. Et les professeurs, malheureusement, ne nous parlaient pas tant que ça, mais à cette époque-là, il y avait dans les revues d'architecture de l'époque, Architecture d'aujourd'hui, AMC, il y avait ces projets qui apparaissaient et qui étaient différents de tous les autres. Et voilà. Donc c'était il y a entre 75 et 80, ça a commencé là. Voilà. Et ça vous a fait quoi de voir ça la première fois? C'était de suite, on voyait quelque chose de différent. Donc ça, c'est la curiosité. Puis cette curiosité, on a essayé de la garder. Et puis après, on est bien une vingtaine d'années plus tard, avec Anne, on est venu à Paris. Et puis là, on a eu l'occasion, avec certains journalistes qui avaient écrit dans ces journaux, de venir ici, de visiter des appartements de René Gailloustet, de la rencontrer, de visiter des appartements de Serge Renaudy, de Jean Renaudy. Et puis après, en tant qu'enseignant, on s'est dit que c'était quelque chose qu'il fallait transmettre, qui était absolument essentiel. Et donc là, on s'est intéressé peut-être un peu moins au bâtiment, mais à l'ensemble. C'est-à-dire, effectivement, le fait que ce centre-ville d'Ivry, il représente quelque chose d'unique, qui n'existe nulle part ailleurs, et qui est absolument exceptionnel. C'est un peu la même histoire, mais je dirais que peut-être quand on a découvert ce travail dans l'architecture d'aujourd'hui, je ne sais pas si on était tellement capable d'analyser pourquoi c'était bien, pourquoi c'était très différent. Donc, et puis, je dois dire que plus on regarde, plus on y travaille, plus on trouve ce quartier, cette opération exceptionnelle. C'est d'un très grand intérêt.
intérêt. Et puis peut-être ça, aujourd'hui, ça a un intérêt encore plus fort parce qu'on reparle beaucoup d'une autre façon de faire la ville. Et c'était déjà cette façon-là qui était anticipée il y a je sais pas, 40 ans, 50 ans, je veux plus compter. Mais voilà, donc c'est un intérêt qui est toujours renouvelé et c'est pour ça qu'on vous embête souvent aussi pour faire des visites avec des étudiants. Et je pense que Sébastien, par exemple, a dû faire la visite un très grand nombre de fois. Voilà, donc du coup, c'est toujours, on apprend toujours plus quoi, quand on vient ici. Oui. Alors, moi, je ne pense pas que j'ai vraiment choisi Ivry, mais j'ai choisi de regarder plutôt l'architecture d'Ivry. C'était ça le choix. J'étais invitée à réaliser une exposition et en me promenant en fait dans la ville, j'étais fascinée par ces architectures desquelles je n'avais jamais entendu parler, même si j'ai étudié l'architecture en Grèce. Donc, c'était moins connu, moins transmis dans mon école. Et ce qui était fascinant, en fait, c'était l'expérience de pouvoir se perdre à l'intérieur et à chaque fois, pour arriver là où, à ma destination, je pouvais choisir un autre chemin. Et cette expérience, c'était celle qui m'a fait regarder de mieux en mieux, en fait, cet espace. Nous, on fait donc partie de ceux qui ont découvert Ivry par un voyage d'études avec Jean-Philippe Vassal. C'était il y a quelques années. Depuis là, on est fasciné par cette ville ou de ce quartier qui est extraordinaire par plusieurs aspects pour nous. D'abord, c'est vraiment tous les jardins, les terrasses, au plein milieu d'un milieu très urbain quand même, qui est pour nous très rare à expérimenter. Et c'est pour ça qu'on s'était d'abord intéressé à ça, mais il y a d'autres notions. Il y a la notion sociale aussi, que ça soit tous des appartements sociaux ici et que c'est vraiment des appartements sociaux qui sont construits dans cette manière, dans une pensée que ce soit les meilleurs appartements qu'on construit. C'est quelque chose d'extraordinaire aussi pour nous ici à Ivry. Après, il y a aussi cette côté de pouvoir se rencontrer dans tous les espaces publics ici, ou tous les espaces aussi semi-publics, qui est différent aux autres quartiers qu'on connaît normalement. Donc, c'est plusieurs aspects vraiment qui nous fascinent d'Ivry-sur-Seine depuis toujours et qui nous font donner envie de travailler ici. Voilà. Alors, on va aller de l'autre côté de la table, là, parce que j'aimerais bien. Alors, quant à moi, l'histoire est différente. Je suis arrivée à l'âge de 20 ans à l'école spéciale d'architecture, étant boursière du gouvernement polonais. On était 4 boursières, nous sommes arrivés en retard et Anatole Kopp, directeur de l'école à l'époque, a réservé 2 fois 2 places dans 2 ateliers différents, René Gaillousté et Dominique Druhen. Je connaissais ni l'un ni l'autre, alors on a jeté une pièce de monnaie pile ou face et je me suis retrouvée chez René Gaillousté. Et alors, je suis restée chez elle un semestre et demi, mais la première chose qu'elle a faite, c'est d'amener ses élèves voir Jeanne Hachette. À l'époque, l'image d'Ivry était complètement différente, le Liéga n'existait pas, le Marin non plus. Elle aurait pu nous montrer Spinoza ou alors ses tours, ses appartements où elle habitait, qui sont très beaux. Elle ne l'a pas fait. Elle a montré que Jeanne Hachette, comme si elle voulait nous dire, mais voilà, vous allez commencer à partir de là, le reste n'est pas important. Et pourtant, nous n'avons jamais analysé dans le travail d'atelier le travail des gens Renaudie.
Et son travail ne constituait pas le sujet ni de discussion, ni d'explication, ni d'analyse. Mais en fait, cette visite suffisait pour certains d'entre nous pour que notre image change quant à l'architecture. Et plusieurs années plus tard, plusieurs décennies plus tard, je me suis aperçue quand même à quel point cette visite était importante et à quel point mon regard sur l'architecture était modifié, voilà, pour toujours. Merci. Alors pour moi c'est quand même assez différent parce que j'étais choisie comme résidente, donc comme ça j'ai découvert un peu Ivry il y a 6 semaines, qui était une belle découverte, très dense, mais aussi je pense que ça m'a donné beaucoup de créativité en même temps. Donc j'ai une expérience qui était assez personnelle avec la ville. J'ai vécu pendant 4 semaines là, tout à côté. La première fois à Paris, la première fois sur Ivry. Et je pense que ce que j'ai découvert, c'est vraiment une passion de faire un plan de masse qui est vraiment assez intime, qui est très riche d'une manière personnelle, mais aussi curieuse. Et donc, il y a des espaces qu'on découvre tout le temps. Ça donne envie vraiment d'être chez soi. Et voilà, c'est ça, ce que j'ai découvert. Donc, très bien. Donc, on pourrait dire tous les chemins mènent à Ivry. Alors, je vais essayer de lancer, parce que finalement, vous nous donnez très envie de savoir, mais qu'est-ce que vous en avez retiré, qu'est-ce que vous avez produit de ça, qu'est-ce que vos élèves en ont fait. Et donc, on va essayer de voir maintenant le fruit de votre travail différent. Et je voudrais commencer par lancer, évidemment, les seuls qui sont les absents de la chose, c'est nos étudiants australiens, parce que Sydney, c'est quand même très, très loin. Et ils n'ont pas pu venir, mais ils ont eu la gentillesse de nous envoyer une vidéo pour nous exposer le travail qu'ils ont fait. Et donc, la chose, c'est qu'il faut lancer la vidéo. Et là, je ne sais pas le faire. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui va le faire, qui est très compétent. Bonjour, je suis Pierre, je suis avec Christian, Olivia et Lorraine. Nous sommes à Sydney et on va vous présenter rapidement notre recherche sur Ivry-sur-Seine. Our presentation on Ivry is part of our exploration into social housing, prioritising the lived experience of residents, echoing the philosophy of Alain Lacatane and Jean-Philippe Vassal. As part of this University of Sydney's Rothwell studio, we're closely studying urban living and housing conditions, including well-known projects such as Sirius Building and the Waterloo Housing Estate in Sydney. This has led us to focus on how architecture can enhance the residents' lives. Donc je vais vous présenter rapidement le projet que nous avons produit en le réduisant un peu. Lorsque nous avons visité les différents projets d'Ivry, l'élément qui nous a directement captivés était l'importance accordée aux terrasses sur le projet. Donc naturellement, notre recherche s'est forgée autour des terrasses. Caché, camouflé entre les feuilles, un espace privé à cultiver, un abri pour grandir au sein de la densité de Paris. Les jardins en terrasse offrent aux résidents un espace extérieur personnel, isolé de l'environnement. Un lieu d'immersion qui offre une séparation tranquille de la ville. L'utilisation de ces terrasses varie. Certaines servent de lieux de retraite créés par la végétation. D'autres sont rarement traversées au-delà des lignes de vue, tandis que d'autres sont des lieux d'interaction sociale. Au lieu d'avoir un rôle prédéfini, la terrasse est une extension de l'espace de vie, dépendant ainsi du résident individuel. La terrasse devient un filtre, comme la cour suburbaine ou le jardin rural français, créant une connexion entre les voisins à la fois actifs et inactifs. Donc nous avons ici le plan de l'appartement de René Gailloustet que nous avons eu la chance de visiter. La fenêtre négocie un dialogue fluide entre l'intérieur et l'extérieur. L'assortiment de fenêtres le long de la façade inclinée offre des vues enveloppantes. Les variations de taille et de forme des fenêtres créent un rythme inconnu. Les petites fenêtres placées haut et bas montrent des scènes extérieures limitées, devenant plutôt comme un canevas de forme et de lumière.
Les fenêtres plus proches du niveau des yeux montrent un équilibre subtil entre l'accès visuel et les regards indiscrets. Tous les murs intérieurs s'ouvrent et mènent à la terrasse. Les intérieurs sont conçus pour capturer la lumière et les vues, attirant davantage l'extérieur. Les circulations et les espaces de vie sont poussés le long de la façade, créant des opportunités d'interaction en dehors de l'unité. Donc ici nous voyons 30 unités différentes que nous avons sélectionnées pour vous donner un peu une idée de la variété des formes intérieures et extérieures. Ici, nous voyons les volumes qui sont réduits à une échelle humaine, qui construit une conversation entre les terrasses sur un plan vertical et horizontal. Cela est aidé par la complexité de la conception de l'unité. Le hasard crée une sorte de fluidité organique à travers de multiples niveaux imbriqués. Le tout est comme un puzzle en 3 dimensions, dont chaque pièce est une forme différente, s'emboîtant, se chevauchant et s'enroulant. Nous voyons ici un plan axonométrique du projet et la complexité et générosité des terrasses. Nous avons ici une grille d'hexagones qui forme le système structurel du bâtiment. Comparé à celle du bâtiment de Casanova, la grille crée des angles obtus au lieu des angles aigus que l'on voit dans les formes triangulaires de Renaudie. Le plan de l'unité conforme la grille, cependant Gaiusté s'écarte souvent de la grille, en particulier pour les murs intérieurs. Cela crée un jeu entre la rigidité de la grille et la liberté du plan. Chaque bâtiment du complexe crée une forme unique abritant une rue intérieure, bordée d'un mélange d'aménagements programmatiques et publics. Les formes de ce complexe juxtaposent les rues parisiennes environnantes, composées principalement de maisons en rangées linéaires. Donc voilà un petit résumé du projet. Merci. Vous admirez la maîtrise du français. Parce que moi j'étais très embêtée parce que des gens venus d'ailleurs, je disais l'interprétation, non, ils parlent tous français, absolument parfaitement. Alors, Anne et Jean-Philippe, expliquez-nous, vivre dans la ville ou vivre bien dans la grande ville ? Je pense que le deuxième titre, ça va de soi en fait, c'est qu'on ne peut pas penser la ville sans penser vivre bien dans la ville. Donc peut-être le premier titre était le titre qui annonçait les 3 années d'atelier. Et le deuxième est arrivé assez vite parce que bon, il faut savoir que c'est un studio très court, hein, c'est une semaine, c'est à peu près une semaine et une deuxième semaine de mise au point. Donc le travail que vous voyez, en fait, c'est une visite ici, c'est quelques jours préliminaires d'études sur les documents et de conversations qu'on a pu avoir avec ce groupe d'étudiants. C'est la visite qu'on a eue ici, puis après une semaine où ils ont finalisé leur travail. Donc, ce qui était, quand on est arrivé avec les étudiants ici, ils étaient assez étonnés, ils se demandaient un peu ce qu'ils venaient voir et surtout, ils avaient beaucoup de difficultés à comprendre un peu ce qui se passait derrière la forme, derrière les terrasses, comment les plans s'articulaient. Et je dois dire qu'ils ont fait un travail assez remarquable, en fait, d'essayer de comprendre les espaces et de savoir comment les espaces s'articulaient entre eux, parce que c'est pas du tout facile. Mais le sujet, c'était bien de comprendre à travers ça, mais aussi d'autres exemples ils ont parlé d'autres exemples à Sydney, qu'est-ce qui fait la qualité d'un espace à habiter. Et c'est pas un standard, ça se décrit pas par des mètres carrés, mais ça se vit et ça se pense de l'intérieur. Donc c'était un peu le thème du studio, d'essayer d'amener les étudiants à comprendre qu'est-ce que, pour un architecte, qu'est-ce qu'il sait que de fabriquer de l'espace à habiter. Donc ici, c'est un exemple, encore une fois, remarquable. Et puis, comme tu l'as dit, c'est aussi un exemple de logement social, donc qui s'adresse, on n'aime pas beaucoup employer ce mot-là, parce qu'après tout, on a envie de parler de qualité d'habiter, mais c'est malgré tout des logements qui s'adressent à un peu tout le monde, quoi. En très peu de temps, ce qu'il fallait aussi, c'était les faire rentrer dans le dessin.
la construction, la connaissance des plans, des coupes qui sont derrière cette beauté. Et donc là, c'est plonger dans les archives du FRAC Centre où il y a les plans qui sont extrêmement précis et comprendre pour comment c'était possible à ce moment-là de faire des logements tous différents, tous avec des terrasses, etc. Et cette imbrication complexe. Donc là, c'était vraiment trop peu de temps, mais il faudrait. C'est un travail passionnant pour des enseignants en architecture se dire cette année où on va travailler uniquement sur les plans du Légat et rentrer, comprendre comment c'est possible d'avoir une grille directrice économique qui fonctionne sur cette géométrie et comment les appartements trouvent de la liberté pour s'échapper à cette grille qui est quelque chose de complètement c'est magique. Ça c'est quelque chose qui demande du temps mais qui est absolument essentiel. Et ce qui est important, c'est de voir ce travail qui a été fait il y a 40 ans et puis de se dire qu'aujourd'hui, l'espoir, ce serait de voir comment on peut interpréter, comprendre pour pouvoir améliorer les villes existantes grâce à cette connaissance précise de ces projets qui existent à Ivry. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut regarder comme quelque chose du passé, c'est quelque chose qui, pour nous semble complètement ouvrir sur la possibilité aujourd'hui de compléter, d'additionner sur les villes existantes. Peut-être juste deux mots pour finir. Aujourd'hui, les architectes dans le logement sont confrontés à une demande extrêmement standardisée et extrêmement pauvre, extrêmement réductrice. C'est quelques lignes, c'est des plans types. Et là, ce qui était important, c'était de faire comprendre aussi la virtuosité exceptionnelle des architectes dans ce projet-là, alors qu'ils ont eu aussi des contraintes aussi très, très fortes quand ils ont dû faire ce projet. Donc ça veut dire aussi que c'est un exemple pour montrer qu'on échappe et on doit échapper en tant qu'architecte à la demande standard et c'est possible de faire autrement. Oui, et ce qui m'a frappé aussi, qui m'a fait très plaisir dans leur passage, que ce soit pendant et après, puisqu'ils nous ont recontactés après pour nous questionner, c'est les questions qu'ils nous ont posées en tant qu'habitants. C'est-à-dire que leur souci n'était pas uniquement un souci structurel, ou enfin un intérêt structurel, mais c'était aussi comment vit-on dedans. Et je trouve que dans vos différentes interventions et dans vos différents profils, cette nouvelle donnée qui est... mais finalement, pour qui fait-on ces choses-là et à qui ça doit faire plaisir? C'est en train de monter en puissance et eux, ils ont parfaitement capté ça et donc ils ont énormément été curieux de l'usage en fait et non pas simplement de la forme et de l'esthétique qui pourrait être décalée d'un usage par ailleurs. Et donc ça, c'est très bien ressorti. Évidemment, c'est un résumé de ce qu'on a vu là, mais ça ressort bien de leur... Et d'ailleurs, il y a une longue interview, je crois, à la fin de leur ouvrage où justement, ils nous entendent faire nos commentaires, etc., etc. Bon, vous aurez l'occasion peut-être... vas-y. Oui, non, juste l'usage n'est pas une nouvelle donnée. Je pense que ça a toujours été, précisément quand on parle du logement, on parle de l'habitant et de la façon dont il doit vivre à l'intérieur et la liberté qui peut lui être donnée. Donc ici, on a un exemple il y en a eu d'autres aussi, hein, mais celui-ci est à Ivry, quel que soit le bâtiment, c'est un exemple fort qui a été donné que les architectes se sont préoccupés avant tout de cette question-là. Voilà, c'est aussi une leçon. Et c'est sans doute pour ça qu'on est encore toujours si heureux d'y habiter. Oui, c'est la préoccupation, je pense, à nous, on pense vraiment de cette façon-là, il faut penser depuis l'intérieur. C'est un intérieur qui regarde un extérieur. Et on va sur le jardin et le jardin devient un intérieur. Et on va ensuite sur la cour et la cour devient un intérieur. Et donc, c'est travailler depuis l'intérieur, c'est forcément travailler avec la personne qui va habiter. Merci beaucoup. On va vous réentendre tout à l'heure. Maintenant, je voudrais que Néphélie nous livre l'expérience qu'elle a pu faire. Alors il va falloir que, je ne sais pas, que soit vous déplaciez l'ordinateur, soit que... parce que c'est elle qui va l'activer, non? C'est elle qui va l'activer. Donc est-ce que vous voulez bien échanger de siège ou porter l'ordinateur? Voilà, très bien.
pour qu'elle nous présente son projet Étoile partielle. Alors, donc comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis arrivée à Ivry suite à une invitation de réaliser une exposition dans le centre d'art contemporain qui s'appelle le Crédac et qui est ici. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert cette architecture. Et pour moi, c'était super fascinant de trouver ces lieux. Et puis, quelque chose qui est très important dans mon travail en général et qui était particulier ici, c'est qu'ils essayent de l'art, de rendre un peu... J'ai des questions par rapport à qui regarde l'art contemporain. Et du coup, comme je commençais à comprendre que c'est assez difficile d'amener les gens vers les musées, c'est plus intéressant d'essayer de sortir du musée pour aller dans la rue. Et en arrivant ici, c'était magnifique parce que j'ai pu découvrir cette architecture qui est extrêmement complexe et qui est en essayant de comprendre, pas en tant qu'architecte, mais plus en tant qu'artiste. Et ça m'a intriguée. Et après, j'étais aussi intriguée par la manière que la discipline et la persévérance qu'il faut pour construire autant de logements, chacun différent, et en même temps, et avoir des façades qui éprouvent une telle liberté et tellement ludique, etc. Donc, et justement, je voulais faire une expérience d'art contemporain dans l'espace public de la ville d'Ivry, du centre-ville d'Ivry, et rendre hommage à ces architectures-là en m'inspirant de là-bas. Du coup, je commençais à bien regarder et je me suis promenée beaucoup. J'étais fascinée par le fait que l'espace public, c'était une accumulation d'espaces morcelés on ne sait pas si on peut traverser, on ne sait pas s'il s'agit d'une cour privée ou si on peut prendre ses chemins. Et il y a toujours une ambiguïté, il y a quelque chose de très subtil, un passage très subtil entre l'intime et le public, entre le privé et le public. Et voilà, et ça, on a toujours l'impression qu'on traverse des limites qu'il ne faut pas. Et donc, je commençais à dessiner tout d'abord le protocole de qu'est-ce que ça pourrait être ces performances et comment est-ce que ça pourrait parler à l'architecture. Je commençais à essayer de défaire les façades, de défaire les plans que je trouvais. Et finalement, je me suis retrouvée avec des formes très simples. Et voilà. Et j'ai construit une grande installation en textile modulable. Et ces modules, d'une certaine manière, se référaient à tous ces espaces libres qui accumulés. Ils pourraient faire l'idée d'une grande place qui appartient à tout le monde. Parce que pour moi, c'était ces architectures, ces plans urbanistiques peut-être plus, c'est une utopie réalisée. Et donc, je construis 10 costumes pour les 10 performeurs qui allaient venir participer avec moi à cette performance. Et chaque costume portait, il était inspiré d'une architecture ou d'une façade ou d'un dessin que j'ai trouvé et qui portait les titres. Et je défile vite fait, de comment, si on peut trouver des similitudes, etc. Et sur la manière, que ce soit dessiné, soit plié, soit Et désolée. Et je défile vite fait. Voilà, et ça c'est l'installation en attendant l'activation. Finalement, ça donnait quelque chose assez théâtral, mais qu'il y avait des visions différentes à chaque fois qu'on bougeait, à l'intérieur, etc.
Et voilà, et ça c'est les croquis en fait, c'est un croquis de base qu'on a donné à la mairie pour prendre les autorisations pour la performance, mais qui montre en fait comment est-ce qu'on allait visiter la ville et comment est-ce qu'on allait déambuler et quels sont les endroits qu'on allait créer des actions. Donc pour les performances, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y avait 5, c'était pour 10 participants, donc il y en avait 5 qui venaient du milieu de l'art, donc des professionnels, comédiens, danseurs, etc., qui font partie de l'équipe avec laquelle on travaille habituellement, et puis 5 habitants qui montraient de l'intérêt à participer à ça et participer avec nous, faire une rencontre, créer une micro-communauté éphémère et voilà. Et alors, ce qui était important, c'est que pendant la performance aussi, on a pu échanger en fait. Donc, les habitants partageaient leurs expériences et les performeurs partageaient l'expérience de la ville et puis les performeurs partageaient les expériences du corps. Et ça a donné quelque chose d'assez stimulant, je pense. Et donc on s'est permis en fait d'essayer de traverser des places et des ruelles et déployer des actions. Ici, il y a vite fait le protocole de comment est-ce qu'on arpente à chaque fois, on arpente les espaces différents. Qu'est-ce qui se passe quand c'est une grande place comme la place Voltaire? Qu'est-ce qui se passe quand on est à l'intérieur du Liéga où les espaces sont très divisés, c'est presque des couloirs. Et donc à chaque fois, il y avait une interprétation différente. Et voilà, et on voit un tout petit peu comment les performeurs avec les costumes bougent dans la ville, qu'ils déploient ces textiles qui, de manière sensible, je dirais, ils font une interprétation de l'architecture, deviennent il essaye de refléter en fait la manière que moi j'ai interprété l'architecture. Et voilà, on voit certaines actions. Et puis il y avait des éléments de l'installation qui n'étaient pas au musée, qui étaient posés dans les appartements privés et sur les terrasses et qui devenaient alors éléments de la ville pendant quelques jours. Et voilà, il y a quelques carrés de ces moments-là. Donc, il y a eu pas mal de cercles. Ici, ils ont déployé dans l'école Einstein les banderoles, ce qui fait entre banderoles et drapeaux et architecture éphémère. Voilà. Et je pense que j'ai fini ce que je voulais dire. Je sais pas, j'ai quelques notes. Voilà. Merci beaucoup Néphélie. Moi j'ai trouvé que cette performance était extraordinaire, elle était émouvante. Comment du textile peut tellement parler au bâtiment et tellement être en résonance avec tout ça. C'était vraiment une expérience exceptionnelle dont beaucoup de gens m'ont parlé plus tard et encore maintenant. Enfin, on a tous dans notre esprit ce moment magique. En plus il faisait beau, il faisait pas trop chaud, c'était parfait. Merci. Alors maintenant, on va demander à Oufo de nous expliquer, ce qu'ils sont venus trouver à Ivry. Alors, attends, je remets le contact. Voilà. Bonsoir. Alors je vais maintenant à mon tour prendre la parole au nom du collectif.
pour vous parler de notre projet qui s'appelle Visiting Ivry-sur-Seine, et plus particulièrement Ivry à faire, la projection des films que vous aurez peut-être le courage encore d'aller voir ce soir à la suite de cette discussion. Alors nous, on est un collectif basé à Berlin, donc c'était peut-être pas évident d'arriver à Ivry pour faire ce projet, mais lors d'un voyage d'études, en tant qu'étudiant d'architecture, comme beaucoup, on n'a pas pu ne pas rencontrer Ivry-sur-Seine. Et on a décidé de venir de nouveau pour une période un peu plus longue de 3 mois, de 3 semaines, au mois de mai, pendant laquelle on a fait beaucoup de rencontres, on a pu découvrir beaucoup d'espaces grâce à la générosité des habitants et des habitantes d'Ivry qui nous ont ouvert presque toutes les portes du quartier. Je vous épargne la lecture de cette citation, même si je la trouve très belle, extraite du livre de Donna Haraway, Vivre avec le trouble, qui parle de la pratique de visiter et qu'est-ce que ça veut dire d'entrer dans un espace, d'être curieux et de poser des questions qui non seulement nous intéressent nous, mais intéressent les gens à qui on les pose. Et c'est un peu cette méthode-là qu'on essaie d'appliquer dans nos projets qui souvent s'appellent Visiting quelque chose, et donc cette fois-ci Visiting Ivry-sur-Seine. Voilà, donc ça c'est quelques images de ce qu'on a pu rencontrer, que ce soit des terrasses cultivées en haut de l'ensemble Voltaire, ou simplement en entrant dans les appartements et en rencontrant les habitants et les habitantes d'Ivry. Et oui, on a aussi fait des ateliers en espace public sur la place Voltaire. On a recueilli les imaginaires collectifs des habitantes et des habitants. On a fait un grand plan où tout le monde pourrait raconter leurs petits secrets ou leurs anecdotes sur le quartier qu'on ne connaissait pas. Par exemple, un cheval qui passait par la place Voltaire. Et oui, on a aussi demandé à Jean de raconter Ivry, mais aussi de dessiner Ivry pour entrer en contact et créer nos histoires. Et donc on s'est rendu compte que demander à quelqu'un de raconter Ivry, c'était très intéressant. Demander à quelqu'un de dessiner Ivry, c'était un challenge beaucoup plus grand. La difficulté de mettre sur le papier la complexité des espaces. Et donc même en tant qu'architecte, nous, on a un peu fait un pas en arrière de cette direction-là et on a décidé d'explorer Ivry par le film. Et en l'occurrence, là, c'est un peu un collage, un assemblage de fragments qu'on a extraits d'Ivry-sur-Seine, qu'on a extraits de ce que les gens nous ont raconté, des secrets, des passages, des passages pas forcément publics, des vues qui ne sont pas évidentes, où il faut aller chercher un peu plus loin en montant sur une terrasse ou même une affiche d'un perroquet perdu. Et en retissant ensemble tous ces fragments, on essaye de faire advenir une fiction qui élargit de nouveau l'espace d'Ivry, qui puise dans l'imaginaire collectif qui est donc déjà là, mais qui donne à voir quelque chose d'autre, quelque chose qu'on n'aurait pas dessiné, et particulièrement aussi quelque chose de plus sensible. À nouveau, par exemple, ici, une fois qu'on a la fiction, une fois qu'on a réussi à trouver un fil conducteur, on fait advenir dans l'espace physique quelque chose qui peut-être ne s'y est jamais passé, peut-être pourrait s'y passer plus souvent, comme ici une famille qui part en vacances en traversant le centre Jeanne Hachette. Et donc pour nous, c'est l'importance de la fiction et de travailler un peu en dehors du réel, tout en y étant très ancré. Oui. Et comme on est des artistes qui ont été des architectes d'abord, il y a aussi une grande influence de l'architecture sur notre travail artistique, qui j'essayais de montrer là, que c'est beaucoup la connexion visuelle entre tous les espaces de grande hauteur. Alors là, sur la photo à gauche, on voit le petit coin qui est sur la photo à droite. Il y a toujours une connexion entre les auteurs et tout le monde se peut regarder. Il y a la multiplicité de toutes les histoires qui se passent au même moment. Et ça, c'était très important pour nous. Mais aussi cette diversité des espaces et des typologies d'appartements. Et chaque porte qu'on ouvre, c'est une aventure dans soi-même.
et aussi la multiplicité entre mêlements des cheminements publics, semi-publics et privés. Alors, si on veut aller de A à B, il y a toujours au moins 2 possibilités pour y arriver, prendre l'escalier ou la rampe. Et ça rend tous les espaces très complexes et très intéressants. Et aussi la perméabilité entre les espaces intérieurs et extérieurs, bien sûr, qui est toujours présente. La nature rentre dans tous les espaces. Et ouais. Et donc, fort de ces expériences, et après avoir finalement écrit 3 scénarios de 3 courts-métrages en simultané qui racontent une journée, un moment à Ivry, on est passé dans le vif du sujet aux phases de tournage. Donc là, c'est juste quelques photos pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Alors, dans les films, c'est bien sûr des habitants et des habitantes qui jouent parfois leur propre rôle, parfois le rôle de quelqu'un d'autre. On a mélangé les espaces, on a mélangé la terrasse de quelqu'un avec l'appartement de quelqu'un d'autre. Et là, par exemple, c'est pour vous montrer ce jeu de regard. On est une personne d'entre nous en haut de la tour, une de ces tours, la tour Lénine, je crois, ou Raspail, regardant au-dessus du Liega, en communiquant avec des talkie-walkie qui font aussi partie des films, donc un peu tout se mélange. Voilà, ça c'était notre équipe de tournage vraiment au top, qui ne sont pas là ce soir, je pense qu'ils n'ont pas voulu venir à la discussion de la médiathèque, mais qui seront là, je l'espère, à la projection. Et enfin aussi, autour de ce tournage et de cette période de création qui pour nous était assez intense, il y avait aussi juste de très beaux moments de convivialité avec les habitants et les habitantes d'Ivry qui nous ont vraiment accueillis à bras ouverts. Et un grand merci encore à Cécile et Nelly qui ont porté ce projet avec nous, nous depuis Berlin, elles vraiment sur place. Donc voilà, merci à tout le monde qui était présent. Ça, c'est un petit spoiler de ce qui nous attend encore ce soir. Ça se passe dans l'Atrium, en face du Carrefour, dans le centre Jeanne Hachette, mais on vous guidera depuis ici si ça vous intéresse. Et plus important encore pour nous, peut-être, c'est non seulement de parler d'Ivry à Ivry, mais de parler d'Ivry à Berlin ou dans d'autres contextes. Parce que pour nous, c'est question de logement, de qualité, la place de la nature au sein de l'architecture et du construit. C'est vraiment des sujets qu'il faut faire voyager. Et on prend l'exemple d'Ivry et on espère l'emmener jusqu'à Berlin pour une autre projection de ce film, le 6 octobre, si jamais quelqu'un est dans les parages, pour rendre présents ces thèmes et ces images, ces imaginaires jusque là-bas. Merci. Alors ouais, j'ai l'impression qu'ils se sont bien amusés en faisant tout ça. Ils ont énormément travaillé, c'était énormément de travail parce que c'était très condensé. Et j'espère que vous serez nombreux à venir voir. Nous, on l'a vu en avant-première hier et c'est extraordinaire, extraordinaire. Je vous en dis pas plus, mais on était toutes les deux là, comme ça scotchées, parce que bon, je veux pas vous en dire plus. Alors maintenant, nous allons demander à Nicolas. Et oui, je crois qu'il faut que vous échangiez de place parce que j'ai peur que le fil ne soit pas assez long. Donc voilà, Nicolas va venir par là. De nous parler de sa résidence intense. Je fais partie de UFO et UFO là. Merci. Alors, pendant les 6 semaines, je me concentrais vraiment sur le travail de René Gelousté, entièrement, donc dans toutes les périphéries de Paris. Donc voilà que je vais ce soir me concentrer seulement sur un tout petit domaine de recherche couvert au cours des 6 semaines. Là, c'est mon dernier jour. Alors, en travaillant exclusivement sur le travail de René Gelousté, j'ai rencontré des habitants, des résidents, des histoires, des expertes dans l'architecture du temps et aussi j'ai beaucoup lu de son travail.
Alors son agenda de René Gaustet en tant qu'architecte est vraiment de vous prendre par la main et de vous offrir un espace d'opportunité, de curiosité, de créativité à chaque résident, quel qu'il soit, à tout moment pour y vivre et y rêver. Alors le plan de masse d'Ivry, qui a été construite avec des espaces assez complexes et variés, je me suis seulement concentrée sur le travail de René Gaustet. Vraiment, j'ai évité beaucoup de travail de Jean Reynaudy, juste pour pas être influencée, mais en regardant quand même le plan de masse. Et ses œuvres à elle, donc il y a 4 tours, 2 kiosques, le Spinoza, Liéga et Marat. Alors, sa philosophie de la maison part du principe, en fait, que selon lequel le logement est noble et que tous les logements doivent être considérés comme égaux. Et ça m'a beaucoup plu dès le début. Donc, son souci du bien-être des habitants est bien clair. Alors, on a visité beaucoup de résidences, comme tout le monde, et c'était un plaisir vraiment de rencontrer tout le monde. Et ce que j'ai bien vu, c'était en fait qu'elle avait un sentiment d'appartenance, un sentiment d'être chez soi. Donc, elle a bien produit des logements où les gens se sentent très, très à l'aise. Donc, quelques photos de résidences qu'on a vues. En faisant référence vraiment à la ville ancienne, et voici une carte de Constantine au début du 19e siècle, et les piazzas civiques de Florence en Italie, on m'a bien dit que c'est un pays qu'elle aimait beaucoup. Ces espaces forment une série de rues étroites, entrelacées, s'ouvrant sur des places civiques inattendues. Et on voit bien que ces idées-là, elle les applique en fait dans les villes sur Ivry, mais aussi dans les immeubles où les rues en fait s'entrelacent dans le Liéga par exemple, et aussi dans les maisons, mais aussi les pièces, donc qui deviennent des places en fait de ville. Alors, il est entendu quand même que la personne ex dont on parle évoluera et changera au fil des années. Alors, voilà certains qu'on a rencontrés. Mais ce qui m'a bien inspiré, c'était l'idée qu'en fait, certaines viendront, mais qui partiront, mais aussi qui resteront pour des années à venir. Et donc, l'idée que la ville est donc assez fluide, mais aussi que le logement est constant, mais la maison elle-même, en fait, est assez éphémère, peut changer. Alors, on a bien vu ça avant avec le travail de Lacaton-Vassal, mais développé dans le cadre du plan libre structural, personnalisé et modifié au fil du temps, elle célèbre l'individualité et remet en cause le plan type du logement, alors la cellule. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le fait qu'en fait, elle n'a pas de typologie. Elle s'affranchit du plan structural pour créer en fait ces espaces. Et ça, c'est des photos du FRA qu'on a visité, c'était bien un honneur. Alors, comme le fait que rien ne doit être identique, car tous les résidents sont différents et aucun foyer n'est identique, on a dessiné les plans de construction, alors sans habitation, qui ont été des résidents qu'on a visités aussi. Alors, le fait qu'elle fournit une squelette, vraiment une coquille vide, comme on voit ici, c'est des logements qui sont pas encore habités, mais qui ont des histoires et des mémoires quand même. C'est vraiment un don pour que, en fait, le résident peut venir habiter librement et créer une maison à soi. Et le fait après qu'ils soient appropriés et réadaptés, alors ces espaces changent au fil du temps, sont voilà des plans habités. Mais ce qui m'a plu en fait, c'est qu'elle a dit que la transformation de la maison n'est pas finie alors qu'elle est bien habitée. Donc vraiment on a essayé de voir les jardins qui poussent ou qui poussent pas, les meubles achetés, les cuisines installées, et enfin en fait que les logements sont catégorisés et les espaces définis par l'habitant.
Alors, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est la possibilité de l'inattendu dans son travail. Alors, au quotidien, quand même, elle conçoit des espaces pour l'inattendu et des espaces qui permettent alors des interactions humaines intentionnelles et involontaires entre les habitants, se perdant par moments, se découvrant par moments. Alors, des espaces non programmés, sans fonction spécifique. En nous ouvrant des espaces qui s'ajoutent aux besoins nécessaires, elle nous retire d'un système axé sur le profit. Alors voici quelques exemples. Je vais vous montrer deux moments qu'on a traduits un peu ou qu'on s'est inspiré. Alors, il y en a 7, mais là, on va commencer avec le Marat. C'est au 5e étage, sur un pont au-dessus d'une route. Des jardins à différents niveaux se superposent verticalement et la communauté des voisins, c'est une histoire qu'on m'a racontée, arrose les plantes des autres depuis leurs fenêtres. Alors, on a travaillé en maquette et en croquis pour voir les coupes. Alors, dans un autre cas, semblable à la piazza de la ville et des jardins de campagne, je trouve que la pièce quand même est une séquence d'espace indéterminée mais créant une série de moments de famille et d'autres plus intimes, tout en étant connectés, ouvrant et reliant des zones de sommeil, les petits coins pour se cacher, les grandes zones communes et des espaces de service pour travailler. Alors un exemple de moment d'une pièce, et elles sont toutes différentes. Et on a traduit ça en maquette pour voir vraiment comment on pouvait voir, comment peut-être intégrer ça dans un projet différent. Les moments surprenants aussi viennent avec l'appropriation des logements. Alors, dans ce cas, quelqu'un a mis une colonne, un cloison en face d'une colonne. Donc là, en fait, la colonne devient la porte, mais il y avait une nécessité d'avoir une chambre. Donc, ça m'a beaucoup plu, l'intérêt en fait des moments où les gens changent. Alors pour les murs de fenêtres, c'est des lignes en fait d'opportunité pour regarder la nature et le ciel. En enlevant le bord des terrasses, l'orientation varie et l'expérience de la lumière au cours de la journée change et des mois aussi. Donc là, c'est un exemple d'un logement qu'on a vu où il y a les terrasses qui vraiment forment deux parties de la façade. Et on voit bien en fait que toutes les fenêtres sont proportionnées différemment et donnent un sentiment assez différent. Alors comme les places de la ville ancienne et en Florence, un couloir sombre mène à un espace commun éclairé où se trouvent de nombreuses portes qui emmènent vers des chambres privées avec des ouvertures vers l'extérieur. En tant que place de conversation, c'est un instant où les espaces intimes et communs se connectent et les habitants se rencontrent. Et voici l'espace elle-même et l'entrée. Sur un côté plus civique, au Liega, les bords de l'espace civique découpent et enveloppent les fonctions à l'intérieur. Un atelier d'artistes communes s'étreint dans la cour publique, devenant une partie de la sphère civique. Et le hall d'entrée est généreux et conçu avec la même valeur, enveloppant l'accès à la rue. Alors il y a une douceur que je trouve qui relie quand même l'activité privée et publique. Et j'ai beaucoup aimé cette relation entre les deux. Pour terminer, voici un moment où l'espace est découpé, créant une relation complexe avec les niveaux et la propriété, les loggias au-dessus de l'entrée de l'atelier privé et les terrasses à porte-à-faux au-dessus des rues entrantes sont autant d'éléments qui permettent d'aborder la question de la densité, de la collaboration entre les voisins et les interactions où les plantes sont partagées et les amitiés nouées. Et voilà l'entrée de l'atelier et le loggia, la relation entre les loggias et les terrasses, la connexion de la façade qui est assez compliquée quand même pour l'entrée de Liega. Je vais conclure.
Elle apporte une architecture d'espoir. Il est important quand même de regarder notre passé et de prendre du recul par rapport à notre quotidien, de voir la valeur de l'architecture à long terme et de remettre en question la manière dont nous concevons des espaces plus verts, collaboratifs et généreux pour des personnes qui y vivent. Comment créer des espaces de vie qui permettent de rêver et d'être curieux avec un sentiment d'appartenance? Merci. Merci beaucoup Nicolas, et c'est impressionnant ce que tu as réussi à faire en 6 semaines, c'est en plus pendant un été très chaud, donc bravo, c'est magnifique, c'est une très belle somme de travail. Et j'espère que tu vas rentrer à Londres en portant très haut le message ivrien et l'émerveillement que manifestement tu as pu avoir en travaillant ici. Alors on va terminer cette première présentation. Vous pourrez poser des questions tout à l'heure. Hein. Vous pourrez leur poser plein de questions. Pour le moment, ils exposent un petit peu le travail et puis ensuite, on va les re-questionner sur un autre aspect et ensuite, vous allez pouvoir leur poser des questions. Donc maintenant, j'aimerais donner la parole à Ivona pour clore cette première série d'exposés, pour qu'elle nous parle un petit peu de son expérience ivrienne et son expérience avec cette architecture du centre-ville. C'est ici ? Oui. Alors, René a permis à plusieurs architectes et artistes, à part évidemment Jean Renaudy, de travailler sur les centres d'Ivry. Voilà le travail de Gérard Chirex et de Marc Charpin. Elle aurait pu faire appel aux artistes très très célèbres parisiens, mais elle a préféré de faire travailler ses amis, les amis d'Ivry. Elle a demandé à Luc Vermeer de dessiner le meuble pour sa bibliothèque enfantine. Le meuble aujourd'hui a disparu. Elle a permis à Yves et Luc Vermeer de réaliser, c'était pas elle, c'était Jean Renaudy, je pense, qu'il a demandé à ces deux personnes d'aménager les locaux de l'office à Ivry. C'était un très beau projet, tout bois, en fait, au niveau d'aménagement. Je pense qu'aujourd'hui, aucun bureau n'existe. Le même architecte ont pu travailler le bâtiment Barbus, le projet non réalisé. Et elle a fait venir à Ivry-sur-Seine son ami Francis Gossel. Elle était à l'école de Beaux-Arts avec lui. Et ils ont gardé une amitié très proche, très profonde pendant finalement toute leur vie. C'est une proposition qui est faite pour la zone 5 à Ivry, qui n'a jamais été réalisée. Il s'agit de construire des logements derrière la mairie. Les bâtiments sont d'un côté adossés à la mairie. Ce sont des bâtiments, on voit ça sur la droite de l'écran. Ce sont les bâtiments normalement qui doivent abriter les pompiers. Les pompiers devaient déménager, ainsi que les locaux de la mairie d'Ivry. Alors cette grande esplanade amenait au bâtiment de Spinoza. La dalle du premier niveau à 6 mètres par rapport au niveau de sol était percée des patios, de sorte pour que le rez-de-chaussée soit clair. Et normalement, c'est en ce rez-de-chaussée qu'on devrait retrouver les marchés. Et alors, le projet a été abandonné. Le même architecte propose une merveilleuse maison de l'enfance face à la tour Raspail, qui se déroule en gradin. Le projet est abandonné et je pense qu'il était remplacé par l'école en panneaux préfabriqués qui se retrouve de l'autre côté de la rue. Et ces projets, vous les connaissez. Cette fois-ci, Francis Gossel réalise son bâtiment. Mais alors, sous cet aspect un peu classique, on retrouve des logements qui sont beaucoup moins classiques. Alors, j'attire votre attention à ces logements sous toiture. Au milieu, vous voyez une salle de bain suspendue. La salle de bain, elle est ouverte. Elle a un garde-corps assez conséquent. Elle s'ouvre aussi bien sur le séjour que sur l'espace coin repas. Elle est vue de la chambre en partie haute. Le même architecte réalise les boulons que vous connaissez.
il quitte cette fois-ci l'orthogonalité. Il est infiniment plus inspiré par l'architecture des Rennais. Et quelques années plus tard, en 1986, il réalise sa plus belle opération à Saint-Denis. Mais pour la réaliser, il s'inspire de ses plans d'Ivry. Il a voulu plus vers les duplex. Il y a une magnifique promenade au 4e niveau qui dessert les logements. Alors, quant à moi, en 1976, j'ai fait mon diplôme avec René Gailloustet. René Gailloustet a enseigné à peine 2 ans. Je pense que c'était le seul diplôme qu'elle a suivi. Alors, il ne s'agissait pas du tout pour elle de reprendre l'esthétique du centre d'Ivry et la spatialité qui en résultait. C'était vraiment pas son problème. Elle poussait l'élève le plus loin pour que la personne puisse s'exprimer le mieux possible. Elle nous a offert, nous, parce que j'ai fait ce diplôme avec une amie, Magdalena Posnack, elle nous a fourni le terrain. Le terrain, c'était son terrain où il commençait à travailler à Saint-Denis, face à la basilique, avec son nouveau maître d'ouvrage, la Soledad 93. Alors, il était tout à fait normal, naturel pour nous, qu'à l'époque où on a des métabolistes japonais, où Friedman fait structure, c'était proposer cette structure en 3 arcs concentriques, où chaque arc abritait d'autres fonctions. On peut voir les plans, le rez-de-chaussée et le premier niveau. Alors, l'orthogonalité, bien évidemment, n'est pas à l'ordre du jour. Les programmes sont très complexes, logement, bureau, commerce, et chaque fonction occupe une partie de l'arc. Alors, et à la soutenance de ce diplôme, elle invite Jean-Pierre Lefebvre, le directeur de la Soledad, et suite à ce diplôme, il me demande d'étudier 20 logements, de vérifier les prix. Les projets rentrent dans les prix. En conséquence, il me demande d'étudier 225 logements. J'ai 24 ans. Alors, c'est une situation absolument inédite. À l'époque, les architectes commençaient à travailler à leur propre compte à l'âge de 40, 50 ans. L'architecte jeune dépassait largement 40 ans. Et cette situation s'est produite pour la première fois. Et en travaillant après sur les Blancs-Ménil, je pouvais aboutir à une proposition de logement très particulière. J'ai fait des petites maquettes et René Gailloustet m'a demandé de les présenter à Madame Laluc, la directrice de l'office. Elle était séduite par les projets. Elle m'a invité au concours d'Ivry, que probablement, grâce à l'office, j'ai gagné. Vous connaissez sans doute ces bâtiments parce que très souvent, vous êtes sans doute en voiture devant le feu rouge et les moulins. Alors, juste pour vous montrer que le terrain, il est très complexe, il est très étroit, très difficile à traiter. Bref, passons les détails. Quand même, je suis parvenue à proposer des logements assez particuliers, avec ces gradins gratuits dans la mesure où on ne paye pas le loyer, c'est 12 mètres carrés en plus pour les enfants, c'est en partie basse des volumes, ou en partie haute des logements sous toiture, avec l'éclairage zénithal à plusieurs niveaux. Alors, tous ces baratins, c'est pour dire que voilà, notre vie sont faits de rencontres et du hasard, qu'il ne faut pas laisser passer les trains, et qu'il y a des moments dans la vie de chacun qui deviennent très importants. Pour moi, en l'occurrence, c'était ces moments où, avec René, je peux visiter, et je peux voir, j'en achète, ayant 20 ans. Alors, à l'époque, je ne savais pas si le bâtiment est beau ou laid. J'étais sous un choc. J'étais impressionnée par la richesse de volume, par la manière de les façades s'emboîter, par cette générosité et surtout cette richesse et liberté d'expression. Et à l'époque, je me suis dit, si on peut faire ça, on peut faire tout en architecture ou presque. Et finalement, cette découverte que l'habitat n'est pas forcément limité à l'orthogonalité ou d'autres programmes, cette manière de traiter le plan libre où il s'agit des poteaux dalles, en fait, rien de particulier parce que c'est le mouvement moderne. Ceci dit, la diagonale change tout dans ces traitements et nous pousse aux autres solutions. Si c'est un plan libre et si le plan libre peut être traité d'une manière inattendue, pourquoi ne pas penser aux autres plans libres, cette fois-ci accrochés aux arcs? Si la liberté d'expression d'architecte en plan
tellement complexes qu'on peut trouver tant de directions, on peut peut-être les faire d'une autre manière aussi en plan vertical. Parce qu'au fond, c'est une réalisation où j'ai pu comprendre que dans l'espace, en fait, ça devrait être normal pour tout le monde, mais à l'époque, je n'y pensais pas du tout, que dans l'espace, il y a énormément de directions et que ça appartient à l'architecte de choisir la direction qui nous intéresse en fonction de lieu de vivre, en fonction de l'éclairage qu'on souhaite avoir, et de toute façon, toujours penser à l'homme qui doit être dans le centre d'intérêt de toute démarche de l'architecte. Et comme tout grand projet, tout grand architecte et tout projet ouvre un grand projet, d'autres pistes de recherche, d'autres portes qui constituent un tremplin sans doute pour d'autres générations pour trouver des solutions différentes. Mais pour que cela puisse exister, pour que cela puisse arriver, il faut un maître d'ouvrage. Car toute cette histoire d'Ivry, c'était aussi quelque part un coup d'hasard bien exploité. René Gaillustet est très jeune, rencontre Madame Laluc, la directrice de l'office, très jeune aussi. Les deux dames ont à peu près le même âge, les mêmes passions, le même regard politique sur la réalité. Et il y a un courant qui passe entre ces deux personnes. Et sans ce courant, l'histoire d'Ivry serait sans doute différente. Merci beaucoup Yvonna. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous signale que Madame Laluc est dans la salle. Je l'ai vue tout à l'heure. Je crois que Monsieur Lefebvre aussi. Et donc on leur doit un grand merci. On leur doit un grand merci. Bien, alors là, vous m'avez fait complètement rêver, je dois dire. Je vis dans Ivry, mais vos regards sur Ivry me font rêver et me donnent l'impression que c'est une histoire qui ne fait que commencer. Et donc je vais passer la parole maintenant à Nelly, qui va animer la seconde partie de notre rencontre, parce que j'ai bien assez parlé. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci Bertie. Ce qu'on voit à travers vos créations et vos travaux, c'est que l'architecture, en fait, c'est bien plus que de l'architecture. Ce sont des hommes et des femmes qui modèlent l'espace, qui créent des formes, des volumes, et dans lesquels, eh bien, quand on a la chance de pouvoir entrer dedans, on se rend compte que le premier effet que ça fait, c'est que c'est une ouverture qui enrichit toute la vie et que ça commence au niveau quotidien, le matin dans la cuisine. Donc voilà, vous avez rendu hommage d'une certaine manière à Jean Renaudy, à René Gaillustet. On va rendre encore un tout petit hommage à Madame Laluc qui est là, puisque la maîtrise d'ouvrage, eh bien, elle est essentielle. Si il n'y avait pas eu le courage politique, la bagarre financière et la volonté de voir un centre-ville et d'imaginer une ville qu'on a envie en partage, eh bien, rien de tout ceci ne serait sorti. Les architectes auraient dessiné et tout serait resté sur le papier. Donc merci Madame Laluc. Encore. Alors on va venir à ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on rend hommage, évidemment c'est important, mais en même temps il faut qu'on regarde la réalité d'aujourd'hui à Ivry. Et la réalité d'aujourd'hui à Ivry, on le sait tous ici, pour ceux qui connaissent Ivry, c'est les bétons dégradés du Liéga, c'est la difficile rénovation de Casanova par son coût onéreux, et c'est la friche, une véritable friche architecturale, on va dire, que représente le centre Jeanne Hachette, qui est pourtant le cœur central et nerveux qui irrigue tout le centre-ville. Donc ça pose des questions, parce qu'il y a un péril en fait qui est réel. Ce péril, il est le risque par exemple d'une rénovation qui ne va pas trouver son coût. C'est que des logements sociaux vont avoir des loyers qui vont trop grimper, ou alors pire encore, qui vont être vendus, c'est-à-dire que le bien commun va être dépossédé au profit de mains privées, ou alors risque déjà réalisé, un centre-ville totalement désaffecté, j'exagère un peu, mais en tous les cas très vide, avec des galeries intérieures à Jeanne Hachette totalement
abandonnés. Donc ce risque, pourtant, tout est là déjà. Alors tout est là parmi les habitants, des collectifs extrêmement dynamiques, le collectif Jeanne Hachette du centre-ville, les associations qui font beaucoup de choses, comme cette soirée par exemple. Et l'architecture est là, une architecture visionnaire, sous nos yeux, qui permet de relever tous les défis. En premier lieu, le défi climatique par exemple, avec les terrasses végétalisées, ou tous ces chemins piétonniers qui distribuent l'ensemble du centre-ville bien avant qu'on parle des circulations douces et qu'on décide d'enlever des voitures. On peut traverser aujourd'hui Ivry par des petits chemins sans croiser de voitures, et tout ça a été dessiné il y a 50 ans. On peut marcher au niveau du sol et on peut marcher au premier étage. On monte, on descend, on se promène, on roule et le corps est libre et fluide. Alors selon vous, c'est une question difficile, mais vous nous aideriez à tenter d'y répondre. Comment faut-il procéder ? Quelles sont les pistes afin de poursuivre dans notre séquence contemporaine la relève de cette architecture ? Qui parle en premier ? Anne, je vous vois. Bah, écoutez, c'est une question extrêmement difficile, en effet, parce que je pense que, comme vous l'avez dit, beaucoup de gens travaillent à chercher la solution ici. Beaucoup de gens poussent comme ça, je n'ai pas de solution moi-même, quoi. Donc, c'est un constat qui est difficile à faire, qui n'est pas le seul ici, de voir que il n'y a pas d'attachement ou d'intérêt en fait à faire marcher ce qui marche bien, et c'est un vrai problème. Alors comment est-ce qu'on peut essayer d'y remédier ? On pourrait dire que les habitants, en fait, sont les acteurs principaux par la pression qu'ils peuvent faire, mais on voit bien que ce n'est pas non plus complètement suffisant. Non, donc les outils sont très... l'argent existe certainement, puisque globalement, partout, on voit de l'argent qui est investi pour faire des rénovations thermiques. Encore faut-il le faire d'une façon intelligente et pas standardisé comme on peut le voir, parce qu'ici ce serait la pire des choses en fait de rentrer dans des rénovations standardisées, mais ça c'est peut-être la chose qui n'est pas la plus difficile à faire, mais c'est comment en fait activer le déclenchement de ceux qui sont responsables pour que ces choses-là marchent bien, pour que l'entretien se fasse, pour que je pense que les propriétaires devraient être contents de savoir que les habitants habitent bien ici et qu'ils sont contents d'y rester. Ça devrait être quelque chose de suffisant pour qu'on prenne soin de ces bâtiments et des gens qui y habitent. Donc la solution, je sais pas où elle est. Je suis désolée, mais je pense que il faut continuer à faire pression. Il faut pas se décourager, parce que on a évoqué peu avant le début de cette soirée le sujet des démolitions. Donc nous, c'est des sujets sur lesquels depuis plus de 20 ans, 25 ans, on essaie d'être en contradiction, de ne pas le faire, de pousser à ne pas le faire, mais on voit toujours que 20 ans, 25 ans après, il y a toujours des démolitions partout et d'autres s'en occupent aussi. Donc c'est un vrai sujet, que cette inertie que l'on voit partout à conserver ce que l'on a de bien, à le voir et à faire en sorte que ça marche. Donc peut-être une des solutions, ce serait de donner les moyens aux habitants de le faire eux-mêmes, quoi. Parce que là, peut-être qu'on pourrait être sûr que ça avancerait un peu plus, quoi. Bonne idée. Je crois que une des solutions, c'est ce qui se passe ce soir.
c'est la prise de conscience et c'est pour ça que je pense que ce qui est important, c'est le centre-ville d'Ivry. Tout Ivry, tout ce qui a été fait initié par René Gaillousté, avec Jean Renaudy, avec d'autres architectes, c'est tout qui est important. C'est un centre-ville, et c'est ça qu'il faut prendre en considération, c'est un centre-ville qui est unique au monde, au sens où il réalise ce travail sur la densité que tout le monde refuse, mais qui là est une densité que tout le monde accepte, qui est une densité gentille, agréable, accueillante. La question de l'intensité des choses, la question de la superposition des programmes, les stationnements sont sous les bâtiments, les grosses surfaces qui prennent des grosses emprises, les commerces, les supermarchés, les ateliers sont au rez-de-chaussée en relation avec la ville. On y trouve aussi des bureaux, on y trouve aussi des équipements. Il y a une école, on peut aller à l'école sans traverser une rue. Et il y a des logements. Et il y a la nature. Ça, on peut chercher. Je ne vois pas un seul autre endroit dans le monde où ça existe, à part Ivry. C'est 30 ans de réflexion. Et ce que j'aime dans ce travail, c'est aussi ce temps. Les tours toutes seules, ça ne marche pas. Les collines, la superposition qui fait que depuis les tours, on voit de l'air, on voit de la nature. Et depuis les rues, on ne voit pas les tours parce qu'on voit précisément les collines qui les protègent. C'est quelque chose qui est absolument magnifique dans sa totalité. La prise de conscience, c'est ça. Il faut faire des livres, d'autres villes, des films, d'autres films. Il faut en parler. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on aura les moyens de prolonger Ivry. C'est un projet qui est remarquable par sa densité, parce qu'il a économisé le terrain, parce qu'il a évité d'aller faire des pavillonnaires autour d'Ivry. C'est ça qui est tout ce que effectivement on se pose comme question depuis 10 ans, sur la question de la densité, de la superposition, de la mixité, des beaux logements. La question de logement social, logement abordable, etc. Finalement, il suffit que le logement soit beau et tout le monde va y venir. Tout ça, c'est réalisé à Ivry. Mais il faut en avoir conscience. Et travailler comme vous le faites aujourd'hui avec tout ça, je pense que c'est effectivement le moyen d'arriver à convaincre que Ivry, il va être entretenu, il doit être maintenu, les espaces commerciaux qui doivent être réactivés, parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas réactivés. Et pour ça, il y a une façon de faire, c'est suivre les directions, les objectifs, la générosité qui avait été initiée par René Gaillousset et Jean Renaudy. Merci à vous. Merci à vous, difficile de dire mieux. Alors je suis sûre que la salle a des questions à vous poser. C'était tellement riche, tellement varié ce que vous avez proposé, que je pense que certains d'entre vous veulent parler. Voilà, je suis pour ma part dans une grande confusion. Et en particulier, je me demande si à Ivry, on n'a pas un territoire complètement à part, à l'opposé de toutes les autres collectivités françaises. Je me demande si on a une municipalité, parce que moi je croyais qu'il y avait une municipalité à Ivry, mais dans ce débat qui quand même devrait l'intéresser, je ne vois pas qu'elle y participe. Et je suis très confus, je me pose des tas de questions, et je voudrais interroger Jean-Philippe Vassal pour lui dire, et également Anne Lacaton, quand la cité Gagarine a été démolie il y a 2 ou 3 ans, voilà, une cité de 400 logements sociaux qui était ni insalubre, ni indigne, et qu'on a démoli. Voilà. Bon, comment avez-vous réagi? Par ailleurs, on a actuellement un bureau d'études. Il doit quand même y avoir une municipalité à Ivry, puisqu'il y a un bureau d'études qui fait un travail prospectif sur la densification du centre-ville d'Ivry, et qui a prévu, dans ce cadre, qui a envisagé comme une hypothèse la démolition du pont Lénine, c'est-à-dire d'une partie
d'une partie, n'est-ce pas, du patrimoine de Jean Renaudie ils envisagent, ils n'ont pas dit qu'ils le feraient, mais ils envisagent, c'est une possibilité, pourquoi pas. Voilà. Alors, comment le sais-tu? C'est une question que je pose à Nelly. Comment sais-tu qu'ils vont faire? Étienne, je sais qu'ils ne vont... Non, mais là où tu as raison, c'est qu'il a été envisagé par le passé, redit récemment, que le pont Lénine pouvait être détruit. Mais là, pour le coup, ce qui est vrai, c'est que les élus se sont... Attends, je termine sur le pont Lénine. Les élus se sont engagés, évidemment, à ne pas détruire le pont Lénine. Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on avait les moyens de ne pas les laisser faire, donc ils ne le feront pas. En revanche, ta question sur Gagarine est tout à fait judicieuse. Malheureusement, il y a des démolitions en France. On a un patrimoine de logement social qui est remarquable et finalement on le perd, on le démolit pour donner la place et des terrains à des investisseurs privés. Mais il faut lutter. En ce moment, il y a peut-être 30 associations dans différents pays qui nous écrivent en nous disant mais qu'est-ce qu'on peut faire et veulent démolir. Là, il y a 150 logements sociaux à Paimpol. Quels sont les problèmes qui peuvent exister à Paimpol pour qu'on ait envie de démolir des logements sociaux qui sont tellement calmes, tellement précis. Mais c'est pour ça je pense qu'il faut réagir, il faut se battre systématiquement, il faut inverser le système et arrêter de montrer que si on veut densifier, on peut faire le projet qu'a montré Ivona Bukowska et qui ne s'est pas réalisé et que ce serait une bonne façon de densifier en faisant attention et à rien casser. René Gaillousté et Jean Renaudie, quand ils ont fait les collines habitées, il y avait déjà des tours et ils ont montré qu'on pouvait faire ces projets en additionnant très, très précisément, très tranquillement, sans faire bouger les gens, en étant attentionné. C'est une histoire de précision, de méticulosité, de gentillesse, de politesse qu'il faut revendiquer et d'économie parce que finalement, en travaillant comme ça, on dépense beaucoup moins qu'en attendant que les logements s'abîment par manque d'entretien et qu'au bout de 20 ans, on vous dise « Ah, ben la seule solution, c'est de les démolir ». Mais non, il faut précisément, grâce à cet entretien et ce soin, faire en sorte qu'on empêche ces démolitions. Ouais. Après, je pense que vous parlez, nous, c'est vrai que depuis plus de 20 ans, on travaille beaucoup sur ce sujet, mais Jean-Philippe et moi, nous ne sommes dans aucune sphère de pouvoir, de politique, de pression, de quoi que ce soit. Donc, nous n'avons pour nous que notre conviction. Et voilà. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut, comme beaucoup d'autres. On est nombreux, je pense, à essayer de résister, mais que dire ? Ce qui est important, c'est de montrer la beauté des choses. Je crois que la beauté a de la force et c'est pour ça que montrer Ivry, montrer à quel point c'est beau, faire venir des gens d'Australie pour leur montrer ce qui se passe à Ivry, c'est une question de culture ou d'inculture pour d'autres personnes, de pas sentir, de pas voir ce travail, cette science qui a permis de faire un centre-ville comme à Ivry ou d'autres endroits. Il y a beaucoup d'endroits qui méritent aussi de faire très très attention. Pardon. Oui, alors merci beaucoup pour toutes vos présentations qui redonnent en fait un petit peu espoir dans ce centre-ville. On voit qu'il y a des choses qui se font spontanément. C'est vrai qu'en tant qu'habitant du centre-ville, on est aussi un petit peu effrayé par les projets. Donc Étienne a évoqué ce qui était prévu, qui était en fait de densifier. C'est-à-dire qu'il y a non seulement cette architecture qui est tout à fait curieuse, tout à fait unique, et puis il y a aussi beaucoup d'espaces verts, en particulier autour de la mairie. Et
en tant qu'habitant du centre-ville, on était très étonnés d'entendre que pour trouver justement de l'argent pour essayer d'améliorer en particulier le centre Jeanne Hachette, qui est vraiment qui pose vraiment problème, l'idée est de vendre en fait à des promoteurs les espaces qui sont autour de la mairie, dans lesquels pour y construire des immeubles, pour densifier et réinjecter cet argent dans ce centre Jeanne Hachette pour en faire un centre administratif. Et nous sommes très surpris et un peu impuissants qu'on nous propose comme seule solution pour faire vivre ce centre-là, qui semble intéresser des gens à Berlin, à Londres, en Australie, qu'on ait comme seule ressource que de vendre les terrains du centre-ville pour y construire de nouveaux immeubles dont on n'a aucune garantie que ce seront de beaux immeubles intéressants. Et on sent un petit peu désarmé, un petit peu désemparé. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'en pensez-vous? Donc, et là, je m'adresse tout particulièrement, en effet, à Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, vous qui avez eu la charge de grands projets ambitieux. Comment peut-on avoir un grand projet ambitieux pour Ivry-sur-Seine? Je peux donner l'exemple d'un projet que l'on a fait en transformation de logements sociaux dont il était prévu d'être démoli. C'était à Bordeaux. C'était 530 logements. C'était des grandes barres, pas du tout comme ici, mais des grandes barres. Pendant 10 ans, on a arrêté de les entretenir, de les maintenir. Et ce qu'on a proposé, c'est une métamorphose, c'est-à-dire de dire ces logements, ils doivent pouvoir bénéficier de grands jardins d'hiver qui vont faire 4 mètres de profondeur, qui augmentent de 50% la taille des logements. On pourra réparer les ascenseurs, ajouter des ascenseurs, réparer les salles de bain, etc., etc. Et finalement, il y a un nouveau directeur qui a adhéré à ce système. Et comme c'est pas spécialement aidé par la région, par le gouvernement, par l'État, par la ville, mais finalement, il s'est simplement tourné vers une banque. Et il a dit, voilà, plutôt que de démolir ça, je vais faire ce projet. Et ce projet, les loyers que je vais toucher dans les 20 prochaines années, ils devraient me permettre de le payer. Donc, je crois qu'il y a pratiquement 1000 logements sur le centre d'Ivry, 1300 logements sur le centre d'Ivry, dont certains sont sociaux, dont certains sont privés. Je veux dire qu'il y a des loyers. Qu'est-ce qu'on fait avec ces loyers? Je pense qu'également, il y a aussi l'obligation aujourd'hui quand même de tout bailleur et tout propriétaire de mettre à niveau son parc de logements sur les questions énergétiques. Et il y a de l'argent pour ça. Et notamment, il y a le plan de relance, en fait, qui, en grande partie, l'argent européen du plan de relance, la France a décidé de le mettre en grande partie sur la rénovation des logements. Donc, aujourd'hui, les bailleurs sociaux ont quand même des ressources quand même pour faire ce travail de rénovation. Donc ça devrait pas. Enfin, d'ailleurs, on se demande comment la vente de terrain autour de la mairie pourrait partir directement dans les caisses d'un bailleur, quoi. C'est assez curieux comme transfert. Bon, j'ai une petite question, pardon. Je voulais juste faire une petite correction parce que je pense qu'il y a une chose qui n'est pas très précise dans notre débat ce soir, c'est la question de la mixité sociale. Parce que tout le monde parle du centre de ville d'Ivry comme étant de façon uniforme de l'habitat social, c'est pas le cas. Et je pense que ça n'a jamais été le cas. Et je pense qu'il y a pas mal de malentendus qui peuvent naître de cette vision justement d'une ville sans mixité sociale. Et la mixité sociale, notamment à Jeanne Hachette, c'est la cohabitation entre du logement social mais aussi des propriétaires habitants. Je ne pense pas qu'il y ait tellement de rentiers sur la Côte d'Azur qu'il loue un appartement. Et d'être plus précis là-dessus, je pense que ça évite aussi les visions un peu caricaturales. Par exemple, l'idée du méchant promoteur qui vient vider le centre Jeanne Hachette pour faire une opération immobilière. En l'occurrence, c'est pas du tout ce qui se passe, parce que vous avez beaucoup de commerces qui étaient des propriétaires, des commerçants qui étaient propriétaires de leurs boutiques, qui ont été expropriés pour
justement par la puissance publique. Donc je pense que si on veut vraiment rentrer dans le cœur des problèmes, il faut avoir une analyse un peu plus juste, plus nuancée, et remettre au centre cette question de mixité sociale. Si je peux me permettre de rebondir, c'était en fait à peu près ce que j'avais envie de dire il y a déjà quelques minutes. C'est effectivement où est cette mixité sociale aussi dans cette bataille, parce que je trouve que ici c'est très beau d'avoir une salle presque pleine qui écoute et qui entend ce qu'on dit ce soir, où on veut préserver Ivry à tous les coups, mais je pense que ça serait intéressant de porter ce débat aussi ailleurs et d'aller parler aussi à des populations ou des personnes qui se font expulsés de leurs locaux si c'est le cas, et qui peut-être jusqu'ici ne se sentent pas touchés par ce débat. Alors je pense qu'il y a des moments de participation, je pense qu'une discussion à la médiathèque c'est peut-être pas l'endroit le plus simple à aborder, mais peut-être que nous c'est ce qu'on essaye de faire avec ce film qu'on présente ce soir, où justement l'intérêt pour nous c'est de présenter ce film non pas dans un huis clos mais de réinvestir le centre Jeanne Hachette, d'y retrouver peut-être les qualités initiales qui sont présentes dans l'architecture, de lieux qui peuvent être aussi porteurs d'une grande cohésion sociale de par la mixité qu'ils permettent, et de projeter là des films qui ont été tournés avec des habitants et des habitantes qui ne sont pas forcément là ce soir mais qui viendront plus tard et qui éveillent cette envie d'en parler, de discuter, de pousser plus loin aussi le combat et de le faire sortir un peu de cette bulle dans laquelle on est ce soir. Ça, je pense que c'est primordial, et merci d'avoir reprécisé que la mixité sociale est déjà là, mais je pense qu'il faut aussi l'inclure au plus avant dans cette bataille, quoi. Je voudrais rebondir par rapport au thème de la soirée qui est Ivry vue d'ailleurs. Et là, on a vu des exemples d'une vision qui est très positive et qui nous apprend des choses sur la ville. Il y a d'autres visions vues d'ailleurs qui peuvent être les promoteurs ou des bureaux d'études qui viennent et qui parlent de la ville. Et parfois, ils parlent à des gens qui connaissent 1000 fois mieux la ville dans des termes qui ne sont pas tout à fait exacts ou qui sont troublants. J'ai assisté à des discussions et des restitutions d'études qui démontrent que les gens qui parlent de la ville ne la connaissent pas aussi bien que les gens à qui ils s'adressent. Ça, c'est un problème. Mais cette vision d'ailleurs, elle est dans ce sens-là, elle peut être problématique. En revanche, ce que je souhaitais rebondir à des choses qu'on a dit, et il y a des choses, parfois quand je vais à des consultations où je vois des études qui sont faites de notre centre-ville, très souvent sur le centre Jeanne Hachette, très souvent sur le pont Lénine, c'est de couper et d'éliminer quelque chose qui est problématique. Et moi, ma proposition aujourd'hui, c'est de chérir ces endroits. Et on propose de couper le pont Lénine parce qu'on ne sait pas gérer l'arrivée sur la place Voltaire. Or, à mon sens, je rentre un peu dans les détails, mais je pense que on propose de couper un membre qui n'est pas malade et que c'est une autre partie du corps qui est malade. Et si on chérissait ces espaces et on trouvait une manière de les chérir, on pourrait avoir une proposition qui est beaucoup plus saine. Là, il y a une question. Je commence par là, on ira là-bas. Merci pour tout ce que vous nous avez dit. Alors, cet ensemble, ce centre-ville, il a été conçu il y a 60 ans. Et vous l'avez dit, l'idée de végétaliser les bâtiments. On n'en parlait pas à l'époque, c'était novateur. Maintenant, tout le monde en parle. Alors, maintenant que tout le monde est conscient qu'il faut supprimer les îlots de chaleur urbains, il faut végétaliser la ville. On a un exemple qui existe donc depuis 50 ans.
je dirais que c'est super parce que pour le plaidoyer, pour entretenir ce qui existe et donc pas détruire et faire quelque chose de neuf, on a un élément là. Et puis, il y a une évolution récente, c'est qu'on s'est aperçu que ces centres commerciaux gigantesques dans les périphéries des villes, ça ne fonctionne pas. En tout cas, il y en a beaucoup qui sont malades. À Ivry-sur-Seine, on a Ivry-Grand-Ciel qui est en perte de vitesse. De l'autre côté de la Seine, il y a l'autre grand centre commercial qui ne fonctionne pas du tout. Je crois qu'il est en train d'être fermé. Et donc, il y a cette idée de retour des commerces dans les centres-villes, ou en tout cas. Et bien, là, on a, notamment à Jeanne Hachette, un centre-ville qui a été conçu pour ça. Donc, à nouveau, une caractéristique originale qui a été conçue il y a 60 ans, et c'est ça qui est montré comme un exemple de, voilà, pour alimenter le plaidoyer. Alors, je sais, il y a peut-être d'autres caractéristiques qui rentrent dans ces évolutions et ces tendances. Donc, je dirais que c'est super la situation, parce qu'on a de quoi alimenter un plaidoyer qui existe déjà grâce à tout ce que vous dites, et ça devrait susciter l'enthousiasme alors des élus, des gens qui pensent à l'avenir d'Ivry. Alors je ne sais pas comment, c'est une remarque, hein, c'est pas une question, mais comment utiliser cette opportunité que ce centre-ville, il est dans le sens de l'histoire, c'est pas quelque chose du passé, vous l'avez dit. Alors j'ai pas de recette, hein, mais c'est vrai qu'on a là, pour alimenter, enrichir notre plaidoyer, une situation un peu nouvelle, hein, c'est maintenant que c'est... Merci Gilles. Merci pour cette belle présentation qui donne plein d'envie et d'espoir. Je voulais juste rebondir sur la question de la mixité. Moi, j'habite à la cité Louis-Bertrand, donc un peu plus loin du centre. Et en fait, il faut dire que nous, chez nous, on a tellement l'habitude que ça soit la catastrophe qu'on n'appelle plus le gardien quand l'ascenseur est cassé, en panne. On se retrouve des semaines entières, en fait, sans ascenseur. On a 14 étages, ça arrive plusieurs fois par an. Et du coup, ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui fait... Est-ce que la ville d'Ivry et l'architecture d'Ivry est particulièrement chère, c'est-à-dire est-ce que c'est plus cher d'entretien, comment font les autres villes, qu'est-ce qui fait qu'on n'a même pas de digicode pour rentrer chez nous et que il y a des gens qui se piquent devant chez nous, je parle vraiment littéralement sur les paliers de porte. Est-ce que c'est une question économique ou est-ce que c'est une vraie question politique? C'est-à-dire, est-ce que la solution, elle est de changer de municipalité et d'aller chercher des politiques qui peut-être s'intéressent plus à ça, ou est-ce qu'on est vraiment en crise économique et qu'en fait c'est comme ça partout et que les dégradations de logements, elles sont inévitables? Oui, moi je voudrais rebondir sur ce qui a été... Pardon. Je pense qu'il y a quand même une question assez claire qui vient d'être posée. Je pense que, alors vu d'ici, c'est très difficile d'y apporter une réponse en n'étant aussi pas vraiment familière avec le débat politique autour d'Ivry, mais je pense qu'on peut dire que non, prendre soin d'Ivry, c'est pas plus cher que de prendre soin d'ailleurs. Il faut juste, plutôt on s'y prend, mieux ça va, quoi. Et je pense que il y a aussi des débats de est-ce qu'une fois qu'un bâtiment est protégé, est-ce qu'on peut vraiment, sans déverser beaucoup de frais, en prendre autant de soins qu'avant? Tout ça, c'est des nombres avec lesquels moi je suis aussi pas familière et je peux pas répondre, mais je pense qu'il faut absolument voir l'importance de cette question et se battre pour que aussi on parle aujourd'hui de prendre soin d'Ivry, mais d'élargir notre regard après le métro mairie d'Ivry et regarder à toutes les qualités des bâtiments existants desquels on ne s'occupe pas, et aussi de critiquer haut et fort l'argent dépensé en masse pour des bâtiments neufs au programme douteux. A-t-on encore besoin de bureaux de plus? Ne pouvons-nous pas prendre les locaux vides du centre Jeanne Hachette, les mettre à disposition à prix peut-être plus avantageux de jeunes collectifs d'artistes qui ne rêvent que de trouver un endroit où pouvoir travailler en contact de la ville? Je pense que il y a beaucoup d'autres réponses, mais...
Alors moi je suis beaucoup moins optimiste. Je pense que le problème des HLM en France, c'est un problème particulier, que nombreux offices sont dans des états pitoyables. En fait, en ce qui concerne l'entretien qui n'a pas été fait depuis des années, quasiment depuis la construction, malgré le fait que les prêts ont été remboursés. Alors, et à la question, est-ce qu'Ivry est plus cher pour entretenir le centre d'Ivry? Ben, écoutez, je ne peux pas être très optimiste, mais je pense qu'il est plus cher à entretenir le projet de René, de Gayusté ou les miens, parce que ce ne sont pas des boîtes. On entretient très facilement les boîtes ou les tours à partir du moment où on a une composition pyramidale, on a plus d'étanchéité et ainsi de suite. Mais ceci dit, c'est toujours dans les cordes des possibilités des offices. Mais quand je pense à tout ce qui se passe dans la couronne la plus proche, Saint-Denis, les projets de René Gayusté, Maladrerie, les projets de René Gayusté, mon projet de Blaumigny, les menaces de démolition, mon collège, probablement, pour que je touche du bois, va être démoli car le département rêve que de ça. Ça prouve que dans tous ces quartiers-là, l'entretien n'était pas fait au fur et à mesure. Or, il y a un pourcentage de loyer que le locataire paye pour l'entretien. Et c'est ça peut-être qui constitue pour moi la chose la plus atroce, parce que les architectes ont fait leur boulot, la maîtrise d'ouvrage de l'époque a fait le travail, mais après l'entretien ne suit pas. Mais alors, moi je ne m'achète pas de l'Ormandini parce que d'abord j'ai pas de fric et en plus j'aurais pas de fric pour l'entretenir. Ces projets, c'était quand même des commandes publiques et je trouve que c'est assez grave qu'on passe ce type de commandes et on ne réalise pas par avance que ces bâtiments vont demander un entretien. Et on ne met rien sur les rails pour que cet entretien persiste pendant tant d'années. L'étanchéité, pour une grande partie, je parle de mon bâtiment, a 20 ans d'efficacité. Le bâtiment était livré en 4,26. Alors, ce n'est pas la peine d'avoir le diplôme de l'école polytechnique pour comprendre que s'il pleut dans le logement, eh bien, c'est plus que normal. Donc, je trouve qu'il y a un manque de logique, d'organisation, peut-être des offices. Oui, c'est très difficile de revenir après cette intervention très forte, dont je vous remercie très vivement. Mais je voulais rebondir sur ce qui a été dit par Gilles tout à l'heure, à propos de Jeanne Hachette, qui a été conçue, comme vous l'avez dit, sur un équilibre entre des logements, des commerces et d'autres activités. Et cet équilibre, maintenant, il est rompu, puisque les commerces ne fonctionnent plus. D'autre part, ça a été conçu pour une libre circulation. Nous habitons à Jeanne Hachette depuis plus de 40 ans. On circulait, on se promenait partout, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, se pose tout un tas de problèmes de fermeture, sous couvert de problèmes de sécurité qui sont réels, mais qui font que la circulation, comme vous l'avez décrite, ne se fait plus vraiment. Il faut des clés partout pour passer. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on peut réenchanter les commerces de centre-ville, ou pas des commerces, des activités culturelles, enfin toutes sortes de choses, pour que circuler dans ce centre ne soit pas un lieu de peur, pour que les gens du centre-ville n'évitent pas d'entrer dans le centre Jeanne Hachette au lieu d'y entrer volontiers, comme c'était le cas au début. C'est la faute de personne. La conjoncture a changé. Mais la question que je vous pose, c'est comment ailleurs on arrive à ce que cet équilibre puisse être vivant, ce qu'il n'est pas maintenant, parce que nous voyons maintenant que le départ des commerces, leur remplacement par des bureaux qui ferment à 5 heures, par exemple, ça va encore désertifier le centre et augmenter la fuite. Et je voudrais savoir si vous avez vu ailleurs des solutions pour ce problème. Moi, je l'ai vu ici parce que il y a quelques temps, j'ai vu Andrea
Elle m'a fait voir des photos d'avant. Et avant, c'était le centre, il marchait bien. C'était beau, il y avait de la lumière qui rentrait là où il devait y avoir de la lumière qui rentre. Il y avait des boutiques qui étaient... Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste, je pense qu'il faut réfléchir pourquoi ça marchait il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, et pourquoi ça ne marche plus maintenant. Donc, il y a eu un dysfonctionnement. Et c'est là où finalement, il faut se poser très précisément, rechercher qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça marchait bien, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Donc, la société évolue, mais comment finalement, en comprenant ce processus, on peut essayer de voir comment aujourd'hui on pourrait réadapter des occupations de cet espace-là qui marchent. Jeanne en a proposé. Bon, mais c'est vrai que c'est complètement ridicule, vous en parliez. Pourquoi il y a des supermarchés qui ferment et là il y a des espaces vides qui sont disponibles en pleine ville et qui permettraient de ne pas avoir à prendre sa voiture pour aller au supermarché à l'autre bout d'Ivry, mais d'y aller directement. Donc je crois que c'est juste un besoin de travail. Voilà, il faut y travailler, il faut y passer du temps, il faut y réfléchir. Il y a des architectes qui sont là pour ça, pour essayer de comprendre comment le centre commercial qui est sous Ivry peut fonctionner à nouveau. Mais le problème, c'est que cette volonté, cette énergie qui est nécessaire pour montrer comment c'était, pour comprendre comment c'était, pourquoi à un moment donné ça n'a pas fonctionné, quels seraient les nouveaux ferments qu'il faut mettre en place pour que ça redémarre, il faut effectivement passer du temps pour que pour le faire marcher. Mais moi, par rapport à ça, je suis optimiste, et je suis optimiste aussi dans la force des architectures comme celle de René Gaillousté et de Serge Renaudy, Jean Renaudy, parce qu'elle déploie des qualités, et que finalement c'est ces qualités-là qui peuvent donner de l'espoir. On dit que des boîtes, c'est plus facile à en retenir, mais on a travaillé sur la cité de la Courneuve, ce qui s'appelait la cité des 4000. Il n'en reste plus que 500. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, à chaque fois qu'on a cassé une barre de logement, on a fait partir les gens. Ensuite, il a fallu reconstruire plus ou moins le même nombre de logements, et ça a coûté 4 fois plus cher que si on avait essayé de les réparer, de les entretenir. Donc, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que dans ces boîtes, il manque de qualité, et quand il manque de qualité, ça se dégrade beaucoup plus vite, parce que personne n'aime ce manque de qualité. Un truc et je te donne la parole juste après. Oui, alors je crois que les UFO vont aller préparer, ils ne nous quittent pas, ils vont juste préparer l'installation, apporter les derniers détails à l'installation qui nous attend après. Et on prend une nouvelle question. Oui, c'est pas une question, c'est un peu un élément de réponse. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Le centre Jeanne Hachette, avec ses commerces et son activité, était très ouvert vers l'extérieur, contrairement à ce qu'il est devenu. Maintenant, on a sur l'avenue Georges Gosselin des devantures complètement opaques. Il y a des banques, et ça m'amuse beaucoup parce que la seule boutique ouverte un peu transparente, c'est les pompes funèbres. Tout le reste rend le centre complètement invisible, alors qu'avant, de la rue, on voyait l'intérieur, de l'intérieur, on voyait la rue. Il n'y avait pas de rupture. Or, cette rupture, elle s'est créée petit à petit, de même que la sclérose de certaines voies à l'intérieur s'est créée parce que on a
il y a eu les commerces ont été préemptés et au lieu de réinstaller des commerces comme beaucoup de commerçants le proposaient ou des activités qui étaient en place voulaient faire venir d'autres activités ou d'autres commerces, il y a eu une volonté à un moment de changer la fonction du centre commercial parce qu'on prévoyait que le petit commerce c'était fini. Voilà. Alors maintenant il faut retourner cette logique qui a été mortifère. Et ce qui était la logique d'un moment, et à prouver qu'elle était fausse, doit maintenant revenir en arrière et redonner vie en s'appuyant sur les énergies qui sont encore là. Parce qu'il y a beaucoup de commerçants, il y a beaucoup d'artisans qui viennent encore dans ce centre hyper dégradé, parce qu'ils disent là, on peut y trouver une inspiration, on y trouve une richesse d'espace qui nous plaît. Voilà. Les bases y sont. Je crois que c'est ce que vous dites et que d'autres ont dit aussi, c'est que il faut aussi retrouver le système spatial qui marchait avec ça, parce que à partir du moment où vous voulez introduire un autre système urbain, ça marche plus parce que il est amputé de quelque chose, quoi. Et c'est vrai qu'on voit quand même malheureusement un peu partout quand même aujourd'hui des urbanistes qui ne regardent pas forcément assez ce qu'ils avaient entre les mains et qui n'ont de cesse que de vouloir remplacer toujours par un autre modèle, mais qui ne marchera pas forcément. Donc c'est un peu comme dans beaucoup d'endroits, c'est d'abord de savoir regarder et comprendre ce qu'il y avait là, pourquoi ça marchait, parce que si on casse la structure, si on casse la forme d'espace, on ne peut pas retrouver le fonctionnement. Tout ça, ça marche ensemble. C'est pour ça que ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure, il faut considérer comme un ensemble, et c'est très important de considérer comme un ensemble, parce que dès qu'on coupe une branche, on commence à tuer le système, quoi. Donc c'est ça aussi qu'il faudrait arriver à établir définitivement, quoi, à renforcer, quoi. Je crois qu'il faut défendre l'ensemble parce qu'il est très cohérent. Mais peut-être que dans la manière d'agir, il faut s'occuper des fragments. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'espaces différents et à plein d'endroits, il ne faut peut-être pas une sorte de politique générale, globale, immédiate. Il faut peut-être essayer de voir comment, à certains endroits, il y a des poches qui peuvent être intensifiées, il y a quelque chose qui se passe avec tel habitant, qui font quelque chose et qui essaient de le développer, qui multiplier ce qu'on a fait à cet endroit-là pour aller un peu plus loin. Depuis l'intérieur, parce que c'est quand même un espace très, très habité, très aimé, je crois qu'il faut essayer de voir comment ces fragments, finalement, peuvent se développer, peuvent grossir et finalement finir par se rejoindre pour fabriquer la totalité de l'ensemble. Et plutôt que des grandes décisions, ce sera toute la galerie commerciale sera un nouveau supermarché, ou travailler précisément, je pense, sur des petits points, sur des ferments qui peuvent se développer de façon intéressante grâce à la qualité des espaces. Merci beaucoup. On va clôturer sur cette idée qui est une très bonne idée que je pense que tout le monde ici va retenir. Travailler sur parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans Jeanne Hachette et ailleurs où il se passe plein de petites choses, mais elles sont morcelées et elles mériteraient de grandir. Et ça, c'est une idée très riche que vous venez de nous donner. Merci en tous les cas. Alors, avant qu'on se sépare, vraiment, merci d'être venu jusqu'à nous, d'avoir travaillé, créé. Participer à l'imaginaire qui devient, tous ces travaux vont rentrer dans nos imaginaires, nos pensées, des très belles images, des très belles phrases. Merci infiniment. Avant qu'on se quitte, j'ai plusieurs choses à vous dire. La première chose, c'est que ceux qui veulent vraiment, et je les encourage, c'est de nous suivre pour aller voir ce qu'a fait le collectif Oufo vraiment, ça vaut le coup. Donc ça va se passer tout de suite.
La deuxième chose, c'est vous dire juste à la sortie, là, ceux qui le voudront pourront acheter ce livre qui a été fait par 4 personnes qui habitent le centre-ville, qui ont travaillé sur Jeanne Hachette, qui ont décortiqué l'immeuble, qui ont mis en valeur les concepts, montré ce qu'il fallait en garder, qui ont élargi leur travail au centre-ville et qui donnent des pistes de réflexion. Pour ceux que ça intéresse, vraiment la lecture, je pense, devrait être satisfaisante. Et la dernière chose, enfin, c'est de vous dire que demain, ça continue. Demain matin, il y a une grande visite, justement, de Jeanne Hachette pour tenter de renouer avec son imaginaire, puisqu'aujourd'hui, il est assez invisibilisé. Donc, on essaye de montrer ce qui s'y passe. Le midi, banquet des habitants et des visiteurs sur la place Voltaire. Chacun vient avec son casse-croûte. Et l'après-midi, les habitants ouvrent la porte de leur maison. Des groupes sont constitués, les inscriptions sont faites. Peut-être reste-t-il quelques places. Donc, si vous voulez y aller, il faut vraiment s'inscrire par mail. Et vous pourrez rentrer dans ces appartements dans lesquels il fait si bon vivre. Un dernier mot pour vous dire que ici ce soir, il y avait les enfants de Jean Renedouille, donc Serge, dont on a parlé, et les filles de René Gailloustet qui nous ont fait le plaisir vraiment de venir. Merci à vous.